Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de l'OSR et de l'équipement. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait mention de l'OSR sur la chaîne, cette sous-branche, cette famille précise du monde du jeu de rôle qui a évolué avec les années, qui a changé, qui va même posséder une définition différente selon à qui vous posez la question. Ça peut être très complexe si vraiment on saute dans le trou du lapin pour essayer de trouver le fond et vraiment les aléas et les spécificités de ce qu'est l'OSR. Et si vous venez en fait d'arriver sur la chaîne ou que vous n'avez pas écouté d'autres vidéos qui portent sur le sujet, avant d'approfondir vraiment mon point central dans cette vidéo, ça va être important un peu de revenir aux sources. Une petite définition très simple, un petit résumé de ce qu'est l'OSR selon moi, parce que vous pourriez demander à quelqu'un d'autre et la réponse va être très différente. On peut dire que l'OSR, ou le Old School Renaissance ou Old School Revival, donc la renaissance du genre Old School, consiste à jouer à des jeux de rôle inspirés des premières versions des jeux de rôle des années 70-80, donc les jeux de rôle de Donjons Dragons à la vieille méthode, plutôt que de prioriser des styles de jeu plus modernes comme la 5e édition. Pour plusieurs, la naissance du genre OSR vient vraiment de la création de ce qu'on nomme le OSRIC, le Old School Reference Index Compendium, qui a été créé par Stuart Marshall et Matthew Finch en 2006, il me semble, et qui reprend les règles de l'Advanced Dungeons and Dragons publiées en 1977 et 1979. Par la suite, d'autres créateurs et créatrices ont conçu leurs propres approches en reprenant en fait certains segments des vieux jeux, mais en modernisant par exemple certaines idées, en reprenant certaines règles plus contemporaines ou même certains concepts dans le game design qui n'avaient pas été réfléchis à une certaine époque. On peut parler par exemple de Morborg, Cairn, White Box, Castle and Crusade, Black Sword Hack. Selon moi, un des jeux qui représente le plus, en quelque sorte, cette espèce d'idée de vouloir être dans le old school et dans la modernité, c'est OSE, Old School Essential, qui reprend vraiment les règles en fait de la BX, la boîte de base de Donjons Dragons, mais qui a fait vraiment un ratissage pour pouvoir créer une mise en page beaucoup plus léchée, beaucoup plus claire, beaucoup plus facile à comprendre, avec des nouvelles idées, des nouvelles inclusions pour certaines règles optionnelles, une certaine intuitivité aussi dans la compréhension de certaines règles, des reformulations qui sont beaucoup plus claires. Pour moi, OSE, ça représente quand même quelque chose d'assez pur, je vais dire, entre parenthèses, en matière de ce qu'est l'OSR, même si je sais très bien que plein de personnes vont écouter cette vidéo et qui vont dire « Mais tel autre jeu représente beaucoup plus la fidélité de l'OSR ». Écoutez, rendu là, je ne vais pas commencer à vouloir m'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis, comme on dit par chez nous. Il y a beaucoup de gens avec beaucoup de définitions, mais en mon sens, pour vous donner une idée claire et pour pas vraiment trop mélanger les pinceaux, pensez à OSE, pensez à du vieux D&D, mais avec une mise en page plus claire, certaines règles plus claires, plus modernes, qui viennent aussi faciliter la prise en main du jeu et sa mise en pratique. Et malgré les nombreuses différences qu'on va retrouver entre les gammes OSR, que ce soit un jeu qui est resté très très fidèle à la première version de Donjons Dragons, ou un autre jeu qui s'est vraiment éloigné de la base, mais qui a souhaité quand même garder une certaine mentalité ou certains préceptes OSR, il y a des idées qui vont se regrouper. Il y a certains concepts, certains thèmes, certains sujets qui vont quand même se répéter d'une gamme à l'autre, même si ce n'est jamais exhaustif. On s'entend là. Il y a toujours des exceptions à la règle, il y aura toujours des exceptions, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut retrouver d'un jeu à l'autre. Je vais faire mention, par exemple, d'un style de jeu plus simple, où les décisions du maître de jeu vont prendre le pas par rapport aux règles, où est-ce que les règles ne vont pas prendre en considération l'ensemble des possibilités. On est loin d'une certaine simulation parfaite, là. On est loin de la simulationnisme, où au final, lorsque ça va être le temps de choisir la manière de procéder pour résoudre une action, le maître de jeu va y aller avec le gros bon sens du moment présent. Un autre élément qui va souvent revenir d'un jeu OSR à l'autre, c'est le fait que la capacité du joueur ou de la joueuse va être souvent pris en compte lors de la résolution en fait d'une situation pour son personnage. Je m'explique. En tant que personnage, tu ne peux pas nécessairement juste te reposer sur un simple jet d'investigation pour réussir à trouver les portes secrètes ou les différents secrets qui peuvent se cacher dans une pièce. Tu dois vraiment expliquer au maître de jeu
en tant que joueur, en tant que joueuse, comment est-ce que ton personnage s'y prend pour pouvoir dénicher les éléments secrets dans la pièce? Est-ce que tu vas utiliser un petit grattoir pour gratter sur les murs pour essayer de trouver entre les craques des pierres s'il y a un passage secret qui pourrait se dévoiler? Est-ce que tu vas utiliser une fameuse pôle de 3 mètres et commencer à taper sur le plafond pour voir s'il n'y a pas des objets qui sont cachés ou si justement il y a une autre pièce qui est dissimulée? Et c'est vraiment en fait de vouloir utiliser à bon escient l'équipement. Là, vous voyez venir, là, j'ai fait une espèce de courbe pour pouvoir atteindre le sujet principal de cette vidéo. Là. L'équipement que les aventuriers vont posséder sur eux afin de faire preuve d'une certaine forme d'ingéniosité dans la résolution d'une situation. Et c'est vraiment, justement, comme tout est dans tout, c'est sur ce détail-là que je veux apporter votre attention aujourd'hui, l'équipement. Pourquoi c'est cool? Pourquoi est-ce qu'un jeu OSR donne une importance sur l'équipement qu'on porte sur soi et qu'est-ce qu'on peut retirer en fait de cette idée? En fait, on pourrait résumer le tout à une phrase. L'équipement te permet de prendre des décisions créatives dans le jeu. Le personnage n'a pas besoin en fait de compétences comme dans les jeux plus traditionnels. Tu ne peux pas regarder ta fiche de personnage et te dire « je vais résoudre X problème avec X capacité ». À la place, tu dois regarder ce que tu possèdes sur toi comme outil, comme pièce d'équipement et l'utiliser pour surmonter les problèmes qui vont se présenter justement devant ton personnage. L'équipement dans les jeux OSR ne va pas, exemple, se limiter à des bonus mécaniques, même si ça peut exister dans certaines situations. Il va ouvrir des possibilités pour une résolution créative des problèmes. Et moi, c'est vraiment sur cet aspect-là que je tape avec mon marteau, c'est sur l'aspect créatif. Tu ne vas pas nécessairement recevoir un bonus de plus 5 parce que tu utilises un ouvre-boîte pour ouvrir une canne de pêche. C'est dans la discussion, dans l'échange et dans la réflexion qu'on peut trouver une solution à un problème qui pourrait se régler avec l'utilisation d'une perche de 3 mètres, une loupe ou même une corde. Et ces choix-là, ils ont un impact sur la manière dont les joueurs vont interagir avec le monde et les défis qui vont se présenter à eux. Pour moi, la force de l'équipement, c'est qu'il permet de réellement réfléchir en quelque sorte, de laisser aller sa créativité, de vraiment encourager le jeu dans un contexte où on ne va pas simplement dire « je réussis parce que je suis capable de voler, je réussis parce que mon voleur possède la capacité volatilire ou mon rôdeur est capable de détecter telle trace sur le sol seulement en claquant des doigts ». Il faut quand même relativiser, on s'entend. Puis je fais attention, je ne suis pas dans l'absolu non plus. Il n'y a rien dans tout ce que je viens de dire qui, au final, est quelque chose que je vais suivre les yeux fermés et qui ne va jamais avoir d'exception à la règle. J'aime ça quand les personnages ont des pouvoirs. J'aime ça quand les personnages ont des capacités qui leur permettent d'accomplir certaines choses. C'est cool d'avoir des capacités. C'est cool d'avoir des talents. J'aime ça. Mes jeux OSR préférés ont cette particularité de pouvoir tout de même différencier les personnages entre eux grâce à des capacités que l'un peut avoir, mais pas l'autre. Alors qu'il y a certains jeux OSR que c'est même pas le cas. Il y a certains jeux OSR que ça va être vraiment presque juste l'équipement qui va définir une différence entre les personnages, outre le niveau de leurs caractéristiques. On s'entend. T'sais, un personnage peut avoir 12 de force, l'autre peut avoir 14. Ils vont avoir des équipements différents, mais pour le reste, ils n'ont pas de capacité ou de pouvoir qui va les différencier l'un avec l'autre. Néanmoins, ne pas reposer la réussite de l'ensemble des difficultés sur ses pouvoirs ou ses talents, c'est selon moi la meilleure façon de créer du jeu autour d'une table. Un jeu qui permet justement, encore une fois, comme je l'ai mentionné, l'échange et pas seulement une cause à effet statique. C'est pas juste « Ah, il y a un problème, j'ai tel pouvoir. Solution, c'est fait. » Et même si on le décrit le pouvoir, ça demeure que si le pouvoir est utilisé toujours de la même façon, toujours de la même manière, et qu'il se répète d'une situation à une autre, on a bien beau le décrire 5 fois, ça reste une seule description. Mais en même temps, encore une fois, je dis ça, mais il existe toujours une façon un peu de tourner la chose si ton personnage a une capacité ou un pouvoir que tu peux tenter de décrire de façon différente dans une autre situation pour résoudre un problème. À mon sens, ça revient un peu à la même façon que d'avoir une pièce d'équipement utile, que tu dois un peu y trouver justement son utilité dans le contexte présent. Et là, on en vient à un autre sujet en lien avec l'équipement, quelque chose qui me faisait faire de l'urticaire, mais qui, avec les années, a justement évolué avec cette idée un peu plus moderne de l'OSR. Il s'agit de l'encombrement. Je ne vais pas le nier, à une certaine époque, le concept de l'encombrement, là, ça me faisait royalement suer.
lorsque je devais calculer le poids de chaque objet selon la capacité de ma force, selon ma force en soi, les gens autour de la table, on finissait juste par ne pas le faire parce que de toute façon, nos personnages pouvaient accomplir pas mal tout ce qu'on souhaitait entreprendre sans l'utilisation d'une corde ou d'une perche. Je parle bien sûr de la belle époque de la 3e édition de Donjons Dragons, surtout là. On avait tellement de capacités, on avait tellement de pouvoir qu'au final, on calculait pas ça l'encombrement. On avait, tu sais, l'arme que tu avais, tu l'utilisais. L'arme, oui. Le reste de l'équipement, pas vraiment. Parce que c'est pas grave, c'est sûr qu'il y a un personnage autour de la table qui avait telle ou telle capacité pour pouvoir pallier à l'utilisation de cet équipement-là. Mais maintenant, aujourd'hui, avec cette intuitivité de l'OSR, cette merveilleuse retour aux sources. Certains jeux ont simplifié la mécanique en minimisant le tout à un nombre X d'objets qu'on peut transporter sur soi. Parfois, c'est 10. Dans le fond, c'est la même valeur pour tout le monde. Parfois, c'est la valeur de force. Donc, si tu as 12 de force, tu peux transporter 12 objets. Selon le jeu, certaines pièces d'équipement vont prendre 2 emplacements libres dans l'inventaire, tellement ils sont gros, difficiles à transporter, encombrants, alors que d'autres objets peuvent prendre aucune place, tellement ils sont minimes et anodins, comme par exemple une poche de sel ou encore une photographie. Et là, il y a une petite chose qui est apparue avec les années, un petit élément en lien avec ça sur les limites de l'inventaire. L'encombrement, l'inventaire, l'équipement qu'on peut porter sur soi, c'est que certains jeux, et là, j'aime tellement cette règle-là. Là. Quand j'ai découvert ça, j'en parle et je suis tout ému. Certains jeux vont inclure des conditions qui vont venir prendre des places dans l'inventaire. Et ça, c'est tellement rusé parce que on souhaite donner une instance mécanique et thématique à un concept aussi bien huilé que la limite d'équipement qu'on possède sur soi. Tu sais, je pense par exemple à Mouse Ritter. Mouse Ritter, c'est un excellent exemple. Lorsqu'on reçoit une condition en Mouse Ritter, comme par exemple épuisé, frigorifié ou autre, eh bien cette condition-là va prendre une place dans l'équipement. Et Mouse Ritter, si vous avez déjà joué ou si vous avez déjà peut-être écouté nos parties, c'est représenté, souvent les équipements sont représentés par des petites fiches qu'on peut découper et placer sur notre feuille de personnage. Il y a comme un petit côté un peu plus ludique physique, là, où est-ce qu'on peut transporter nos armes et c'est défini selon la grosseur de l'équipement vraiment physique qu'on découpe. S'il est assez gros, il va prendre 2 places dans l'équipement. S'il est plus petit, il va prendre 1 place. Mais il n'y a pas juste l'équipement, il y a aussi les conditions. Et là, ainsi, la condition que vous découpez, vous la mettez sur votre fiche de personnage, un espace libre. Un espace libre, un espace de moins. On est épuisé. C'est normal qu'on puisse moins transporter d'équipement. Et ça, dans mon livre à moi, c'est tellement parfait pour créer du jeu. Non seulement tu es aiguillé sur l'état de ton personnage de façon roleplay, il est épuisé, il a une jambe blessée, il est troublé, tu vas le jouer ainsi. Et les autres personnages le savent aussi. Mais en plus, il y a un intérêt mécanique alors que ça vient limiter la quantité d'objets que tu peux transporter sur toi. Il y a une dimension stratégique, ludique, mais ça demeure super simple. C'est vraiment simple et pertinent. Ça demande juste de faire des choix. Et faire des choix, pour moi, c'est une des plus belles façons de faire du jeu de rôle, de devoir décider ce qu'on garde sur soi, ce qu'on doit laisser derrière, qu'est-ce qu'on peut transporter en sortant du donjon, la quantité d'or qu'on peut porter sur soi, qu'est-ce qu'on doit laisser comme équipement vraiment utile, mais on veut vraiment pouvoir garder le trésor avec nous. Et c'est des prises de choix comme ça qui, au final, vont aussi encourager les personnages à discuter entre eux, à échanger, à voir qui transporte quoi, qui a plus de force pour pouvoir transporter tel objet. C'est du bonbon en barre. Ça se dit pas vraiment comme expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est la même chose aussi, par exemple, dans Horreur Liminale. J'en ai déjà fait mention dans la vidéo. Il y a les conditions en fait que vous allez avoir, que vous allez recevoir. Souvent, c'est des pouvoirs, des capacités, mais ces capacités-là vont également aussi prendre une place. Donc, il y a un petit côté où est-ce que vous perdez un peu de cette humanité-là, vous perdez un peu de cette possibilité-là de transporter des choses sur vous parce que vous êtes aux prises avec vos tourments, vous êtes aux prises avec cette espèce de cassure que vous avez eue, psychique ou même corruption que vous vivez au quotidien. Donc oui, pour moi, l'équipement et justement l'encombrement, la gestion de cet équipement-là et son utilisation au quotidien, c'est un incroyable vecteur de jeu. Et même si vous jouez à un jeu qui est très high fantasy, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacités, beaucoup de choses, des fois, ça peut être intéressant de venir jouer là-dessus. Des fois, ça peut être intéressant de peut-être même inclure certaines règles maison pour pouvoir gérer plus facilement son équipement, plus facilement l'encombrement. Qu'est-ce qu'on peut décider, qu'est-ce qu'on peut changer dans les mécaniques ou dans le système de jeu pour pouvoir faciliter la prise en main de cette limite de charge-là qu'on peut avoir sur nous. C'est pas besoin de calculer, la craie pèse 0,5 kg, puis la cloche pèse 1,2 kg, puis etc.
on laisse ça de côté, là. On simplifie ça. Le but, c'est quand même de garder du fun. C'est pas juste de faire des mathématiques et de la comptabilité. On est là pour avoir du plaisir. Certaines gammes, selon moi, pourraient gagner en simplicité en ce qui concerne la gestion de l'inventaire, la gestion de l'équipement, la gestion, en fait, de l'encombrement et par le fait même, gagner en jeu. Mais là, on se pose la question, qu'est-ce que doit avoir une liste d'équipements? Qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, dans une liste d'équipements pour un jeu? Bien, c'est sûr que ça dépend, bien sûr, le jeu qui est joué autour de la table. On n'est pas fou, vous et moi, on n'est pas le nez de la dernière pluie, là. Dans le sens que si vous jouez à un jeu qui est médiéval fantastique, ça ne sera pas la même liste d'équipements que si vous jouez à un jeu de science-fiction ou de contemporain moderne, là. Ça va être différent d'une situation à une autre. Mais pour le bien de l'exercice, on va rester dans le médiéval fantastique OSR classique. Et là, j'ai vu des échanges très intéressants là-dessus sur Reddit. Je ne sais pas encore où trop me positionner par rapport à ça parce que j'aime quand même ça beaucoup, l'équipement, même une grosse liste d'équipements. Mais c'est intéressant de se dire que une liste d'équipements pour un jeu devrait quand même être une liste d'objets fonctionnels et susceptibles d'être utilisés pendant la partie et non une tentative de lister chaque objet possible dans le but de créer une certaine forme d'économie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tenter de couvrir l'ensemble des objets qui ne sont pas nécessairement utiles, que les joueurs peuvent se procurer à un marché ou des choses comme ça. Non seulement c'est un peu contre-productif, je trouve, personnellement, mais ça peut nuire aussi également à ce qu'on appelle en anglais le sentiment of disbelief, ou en français, sentiment de crédulité. Dans le contexte où plus vous listez d'objets, plus vous avez des chances de vous tromper sur la valeur que vous devez attribuer à tel objet ou à telle chose. Si, admettons, vous faites une longue liste, puis là, c'est interminable. Là, vous voulez vraiment comme impressionner les joueurs et les joueuses avec une liste sans fin d'objets en tout genre qu'ils peuvent se procurer au marché et que vous vous rendez compte que vos prix n'ont aucun maudit bon sens entre le prix que quelqu'un va payer pour une poche de sel ou le prix que quelqu'un va payer pour une poche de sucre. On s'entend, le but, c'est de rester quand même assez concis dans le jeu. L'objectif, c'est pas de couvrir l'ensemble des possibilités, mais de rester quand même concret dans l'activité en cours. Et dans cette idée-là, si, admettons, un personnage voudrait vraiment se procurer quelque chose qui pourrait, on va dire, qui n'est absolument pas utile et que vous ne voyez vraiment pas en quoi ça pourrait être utile dans le contexte d'une partie, à un certain point, faites juste lui donner au lieu de devoir lui faire payer. S'il l'utilise, puis vous vous rendez compte qu'au final, hey, tabarnouche, il y a une valeur associée à cet objet-là, puis on pensait pas, mais c'est vraiment utile une cuillère à cantaloupe dans un donjon, eh bien rendu là, donnez-y une valeur pour la prochaine fois, parce que peut-être que d'autres aventuriers se sont rendus compte que la cuillère à cantaloupe, ben, elle est vraiment utile dans un donjon et que sa valeur a augmenté et que maintenant, mais ça coûte quelque chose se le procurer. Mais de prime abord, si c'est pas utile dans la partie, faites juste le donner, pas de prix associé. Et même peut-être aussi pas de poids associé si l'objet est assez petit, mais ne pensez pas à l'ensemble des possibilités. On veut réduire le plus possible la paralysie d'analyse, de devoir comme juste réfléchir à qu'est-ce qu'on doit se procurer, qu'est-ce qu'on doit s'acheter. Et là, je trouve ça intéressant parce que il y a aussi la possibilité justement d'aller chercher en quelque sorte une base pour tous les aventuriers. Dans un jeu OSR classique, tous les aventuriers commencent avec tel type d'objet. Et là, il y a des listes qui sont proposées selon le jeu. On pourrait mentionner par exemple vraiment une base, un sac à dos, couverture, puis voir un sac de couchage, là. Une pierre à feu avec un silex là, pour pouvoir allumer un feu, un grappin puis une corde, un marteau, des rations, une outre d'eau, des sacs avec justement de la possibilité de transporter des objets, des torches, de l'huile. Et là aussi, dans certains jeux, il y a des kits complets. Et même que c'est un point que je dois le mentionner, que j'avais beaucoup aimé dans la 5e édition de Donjons Dragons. Ils avaient fait des kits complets qu'on pouvait se procurer. Des kits d'équipement qui étaient, on va dire, circonstanciels et qui pouvaient prendre un certain espace. Donc, exemple, un kit de cambrioleur, c'en était un qui était comme déjà très populaire même à les éditions précédentes, la 5e édition. Et juste pour vous donner une idée concrète et complète dans un jeu de rôle que j'apprécie beaucoup ces temps-ci, Shadow Dark, que je pratique énormément depuis les derniers mois pour plusieurs raisons. Si vous suivez la chaîne un peu, vous devez le savoir. Dans Shadow Dark, vous avez un emplacement d'inventaire. Vous pouvez porter un nombre d'objets égal à votre valeur de force, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ou à 10, donc le nombre le plus élevé des deux. Sauf indication contraire, tout équipement en dehors des vêtements standards occupe un emplacement d'inventaire. L'équipement difficile à transporter peut en monopoliser plusieurs. Et là, voyez-vous, dans Shadow Dark, il y a un exemple justement un nécessaire, donc un kit complet.
Il l'appelle le nécessaire d'écumeur, qui coûte 7 pièces d'or et il occupe 7 emplacements d'inventaire et contient les objets suivants. Donc un briquet, des clous en fer, des cordes, grappins, rations, sac à dos et torches. Et concernant l'équipement de départ, autre chose que j'apprécie beaucoup, il y a une liste prédéfinie qui représente 12 équipements différents et les personnages en fait vont lancer sur cette table-là pour savoir avec quoi est-ce qu'ils débutent la partie. Donc oui, la table elle est pareille pour un personnage ou un autre, mais le résultat donné va être différent et ainsi chaque personnage va posséder des objets que quelqu'un d'autre ne possédera pas. Et dans de nombreuses situations, les personnages vont débuter avec un nombre de pièces d'or précis qui va être lancé également au hasard et qui va leur permettre en fait d'acheter l'équipement supplémentaire pour se lancer dans l'aventure. C'est une des manières de faire parmi tant d'autres et Shadow Dark est selon moi un bel exemple de les personnages possèdent des capacités, mais ils doivent aussi également calculer l'équipement qu'ils ont sur eux et utiliser leur équipement à bon escient pour accomplir certaines actions, certains hauts faits. Donc et voilà, une vidéo qui servait un peu à faire la promotion de la gestion de l'inventaire et de la gestion d'équipement et de l'encombrement et tout ce que ça peut impliquer dans le contexte d'un jeu OSR. Je ne sais pas trop où est-ce que je voulais aller avec ça, outre l'expliquer, le présenter. Si jamais vous avez trouvé ça intéressant, tant mieux. Si jamais vous n'avez jamais testé le genre OSR et que vous aimeriez tenter le tout, eh bien, je vous encourage de le faire déjà, de 1 et de 2. Portez une certaine attention justement à l'utilisation de l'équipement parce que pour moi, c'est vraiment là où une certaine forme de magie va se jouer. Où est-ce que vous allez vraiment développer un certain réflexe à vouloir utiliser des objets du quotidien et faire preuve d'une belle créativité pour résoudre certains problèmes. Et c'est ce qui conclut cette capsule informative. J'espère que vous avez apprécié le tout. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez les mettre en commentaire sous cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on approche du 7000. Ça serait cool de l'avoir bientôt, prochainement. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Simplement un petit pouce, peut-être un petit partage, un petit commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.